Aujourd'hui, dans ce génial manga, on va s'intéresser à un des plus grands noms du manga japonais moderne. C'est effectivement un homme qui a marqué l'histoire du manga, que ce soit au Japon, mais même en France. Son influence, elle est vraiment drastique, et je pense même que c'est celui qui a donné le plus de fil à retordre au Jump, au point même de créer sa propre boîte afin de jouir d'une plus grande liberté dans sa création artistique. Création artistique, et on va pas se le cacher, va très loin dans la représentation de la violence, de la sexualité et même de l'horreur. Et je vous le dis, cela fait complètement sens, et on va pas s'en plaindre, vous allez voir. Ce même mangaka est tellement influent que je pense que c'est celui qui a joué le plus grand rôle dans l'arrivée du manga en France. Parce que une de ses œuvres n'est rien d'autre que le premier animé à être arrivé dans l'Hexagone. Il institua un type de manga qui connut une popularité monstre au Japon en s'inspirant de la robotique de Tezuka qui le porta dans son enfance. C'est un genre ultra connu qui continue d'avoir son succès au Japon, même s'il retrouve moins de fans en France. Et une réadaptation animée de ce manga culte revient très vite sur nos écrans. Je parle bien évidemment de Go Nagai et de son Goldorak, ou plus précisément du UFO Grendizer. Et pour la petite anecdote, j'ai grandi au Maroc. Et au Maroc, donc mon père est marocain, mais évidemment il est arabe, il a grandi avec la culture du coup des mangas traduits en arabe. Ceux qui ont vu Space Toon, vous connaissez très bien. Et Goldorak, ça a beaucoup marqué la génération d'avant, voire même deux générations pour les plus jeunes qui regardent. Et il faut savoir que dans la version arabe, on dit pas Goldorak, on dit Grendizer. Et c'est un titre qui est beaucoup plus fidèle au titre original que la version française, parce que la version japonaise se dit UFO Gurandaiza. Bref, c'était pour la petite anecdote. Et Go Nagai, c'est pas que des robots pilotés par des enfants qui se battent dans l'espace contre les forces du mal. C'est aussi un des mangas les plus influents, les plus horrifiques et même les plus diaboliques qui soient, avec un duo iconique qui en influencera bien d'autres. D'un côté, on a l'ange déchu, qui est pur même dans sa cruauté, et de l'autre, un démon empli d'humanité, faible et fort en même temps, mais qui fera tout pour protéger la Terre. Bref, le combat contre une lumière plutôt sombre, contre des ténèbres pleins d'espoir. Et non, je ne parle toujours pas de Guts et de Griffiths, du moins pas tout le temps, mais je parle de leurs prédécesseurs, j'ai nommé Ryo et Akira dans Devilman. Salut, moi c'est Gatsu, je suis prof de philo, désolé encore une fois pour l'introduction qui est super longue, mais aujourd'hui on va parler de l'ange déchu du manga, j'ai nommé Go Nagai. Mais avant tout, quelques éléments biographiques assez utiles. Go Nagai, de son vrai nom Kiyoshi Nagai, est né en 1945, soit l'année de la fin de la Seconde Guerre mondiale, juste environ un mois après l'allocution radiophonique de l'empereur qui annonçait la défaite suite à l'expérience de la bombe atomique. C'est un des auteurs les plus prolifiques qui commença par le gag manga, dont il s'émancipa progressivement jusqu'à devenir celui que l'on surnomme le diable du manga. Et je peux vous dire que le diable du manga a une sacrée renommée, et il a été tellement prolifique qu'on ne va parler que de certains titres, du moins les plus iconiques, à savoir L'école impudique, Devilman et Goldorak. À travers elle, on va analyser l'évolution de son style, mais aussi de son message à travers ses œuvres. Une évolution qui symbolise parfaitement son émancipation, mais aussi son besoin de liberté, jusqu'à aller à créer son propre studio d'animation, à savoir Dynamic Production. Et je crois que je dis n'importe quoi, parce que c'est pas un studio d'animation et c'est Dynamic Planning, mais bon. Vous avez compris. C'est drôle parce que récemment dans l'actualité, Murata a créé son propre studio d'animation, c'est peut-être pour ça que j'ai fait la confusion. Murata ce n'est autre que le dessinateur de One Punch Man qui est écrit par One, et Murata a un sacré style, et justement, je pense qu'il a créé son propre studio, qu'il l'a monté, parce que vous voyez les planches de One Punch Man, c'est très dur à adapter, et qu'on m'a pas arraché le projet, je pense qu'on s'est tous dit que Mappa ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Au point où maintenant il y a des rumeurs sur le fait qu'il y aurait deux studios qui vont animer One Punch Man. Tout ça pour dire que les mangaka ont besoin des fois de passer dans le cadre de la production afin d'avoir un meilleur contrôle sur le rendu de leur manga. Go Nagai, c'est donc un mangaka qui virevolte souvent entre le comique, l'érotique et l'horrifique, en passant par le genre mecha, la SF, mais aussi la violence poussée à son extrême. Non, sérieusement, pour l'anecdote, même ses fans n'arrêtaient pas de lui envoyer des lettres quand il était au Jump pour plus d'érotisme et de violence dans ses mangas. Je peux vous dire que dans les bureaux du Jump, ça criait au scandale. Mais vraiment, c'est le Shonen Jump. Le mec, il a pas de limite. Bon après ça fait des ventes, on va pas trop se plaindre. Ouais, Go Nagai c'est littéralement le bad boy du Shonen Jump. Et cela s'explique par son parcours, notamment sa relation avec l'école et les instances d'autorité, qui va être retransmise dans L'école impudique qui est publiée de 68 à 72 dans le Jump. Une autre de ses grosses influences est le cinéma, et on y reviendra plus tard avec notamment les western spaghetti. Enfance, école et cinéma. Évidemment, en plus du contexte politique catastrophique de l'après-guerre, comme beaucoup d'enfants, il se réfugie dans la fiction et dans les mangas. Et encore une fois, la référence n'était autre qu'Osamu Tezuka, et cela va fortement conditionner son imaginaire. Vous pensez qu'elle vient d'où l'inspiration pour Goldorak? d'Astro Boy et des robots chez Tezuka. Mais un autre pan l'a formé, et c'est bien évidemment le western spaghetti, mais on y reviendra plus tard quand on parlera des influences occidentales de Go Nagai. Et en parlant d'influence occidentale, nous avons aussi la représentation de la femme. Parce que oui, Go Nagai, c'est pas des femmes comme les autres. Il arrive très bien à trouver un équilibre entre érotisme, mais aussi badassitude des femmes. Je veux dire, le couple Yuta Maki,
bah il existait bien avant, c'était Miki et Akira, avec un mec un peu timide et une fille qui maîtrise les arts martiaux. Et Go Nagai s'est beaucoup inspiré des films qu'il regardait avec des figures féminines fatales, des femmes fortes et qui se disaient bah j'ai envie de ça dans mes mangas, j'ai envie de dépeindre des femmes vraies et des femmes que j'ai envie de voir dans la vie de tous les jours. Et Miki dans Devilman, je l'adore complètement. Je veux dire, quand j'ai commencé à lire Devilman, mais vraiment lire le manga, avant de voir la version Crybaby, j'étais tombé fou amoureux de son panache et de ce qu'elle dégageait dans les premières pages. Et puis regardez sourire, je veux dire... Voilà quoi, c'est Go Nagai. Mais le bougre de Go Nagai, dont le dessin sue la volonté de liberté et de rébellion, bah il est fait du même bois, il aime dessiner à l'école et ne colle pas aux valeurs japonaises enseignées, et ses parents sont insupportés par ce comportement. Il veut donc se faire sa propre éducation avec ce qu'il voit sur le grand écran et ce qu'il lit dans les magazines de prépublication. Go Nagai, c'est clairement l'ado qui se donnait comme objectif avec ses amis de chourer le petit magazine érotique justement qui devait être caché ou autre, et d'essayer de le prendre le plus rapidement possible avant qu'on le surprenne alors qu'il était encore gosse. Mais il n'y a pas que l'érotisme chez Go Nagai, en tout cas dans ses influences, il y a aussi les monstres, et les monstres en veux-tu en voilà, il en veut et il en crée. Entre Godzilla, les yokai et les monstres dans les films, mais aussi les récits de transformation et d'aliénation comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde dont il est grandement fan. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un peu Devilman aussi, mais vous verrez en quoi. Et ben il adore ça, il adore représenter des choses horrifiques, monstrueuses, autant dans l'imaginaire japonais traditionnel avec les yokai qu'avec l'imaginaire occidental avec les monstres des enfers. De ce fait, vous comprenez que le jeune Go Nagai, lecteur et cinéphile de ce genre d'œuvre, et ben son imaginaire est totalement nourri de ces choses, et en plus, ben maintenant il a besoin d'extérioriser tout ça. Rappelez-vous, il adorait dessiner en cours. Parce que Go Nagai, lui, ben les notes vont baisser, il y a des drames familiaux, et donc ben, il se réfugie encore plus dans ce monde fictif qu'il alimente et qu'il crée aussi. Sa famille est affligée par de nombreux échecs que Go Nagai a connus dans son enfance, mais il ne se doute pas que ces nombreux échecs vont être ceux qui vont l'amener à devenir cette figure du manga plus tard. Il décroche donc rapidement un rôle d'assistant pour un des mangaka qui l'idolâtre, et donc bah c'est génial pour lui. Il va en profiter pour dessiner des contes qu'il adore, mais aussi pas mal d'histoires courtes. C'est comme ça qu'il commence d'ailleurs dans le gag manga. Et ces petites histoires, bah elles vont très vite le propulser au devant de la scène. Et même si on a déjà des gekigas qui paraissent, lui flirte beaucoup trop avec le sexe et la violence. Et ça plaît, mais n'oublions pas que ça hérite les grandes maisons d'édition. Sauf que Go Nagai, il arrive à point nommé, parce qu'en 68, la Shueisha ouvre le Shonen Jump. Et ça, bah, il saute sur l'occasion. Nagai est littéralement là, au bon endroit et au bon moment. Et il va donc commencer à écrire ce monument du manga japonais, qui est pas trop venu en France, mais au Japon ils le connaissent très bien, à savoir l'école impudique. L'école impudique. Concernant son style, bon, il est un peu vieillissant, mais moi, j'adore, j'ai l'impression de lire un truc, je veux dire, j'ai quand même une émission qui s'appelle le Genalo Manga. Et bah sa démarche artistique, elle s'inspire des lectures qu'il a déjà eues. Ceci va alimenter l'aspect viscéral et cru dans ses œuvres. Mais Go Nagai, il représente aussi le réel en s'inspirant des mangaka qui l'ont inspiré. Bah oui, vous doutez bien, Go Nagai, il a grandi avec des mangas et a fait son éducation avec. De ce fait, bah ça va se voir dans son travail. Et là, on peut inclure un peu de philosophie là-dedans, notamment au niveau de la création artistique, et de la création artistique purement originale. Dans le travail de Go Nagai, il y a une valorisation du travail des maîtres qui l'ont influencé. Contrairement à Inyo Asano, dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, où justement, il ne veut pas être influencé par des mangaka, il veut créer quelque chose qui ne dépend que de lui et qui ne montre que son intériorité, son intimité. Go Nagai, lui, c'est tout l'inverse. Bon, en même temps, le mec, il bouillonne de références, quoi. Cela amène une réflexion très intéressante sur la valeur de l'inspiration dans le travail artistique. La création artistique d'autrui est en effet une source d'inspiration pour lui, car si l'artiste est visionnaire et qu'il transmet sa vision singulière du monde dans son œuvre, sa vision peut aussi être inspirante pour ses confrères, une vision qui demeure originale malgré son inspiration par celle d'autrui, apportant une réponse à une grande question: existe-t-il des œuvres artistiques purement originales? Vous avez 4 heures. Je crois que j'ai dit inspirante plutôt qu'inspirante, mais ce sera réglé au montage. Et l'école impudique, bah il y a de ça, mais aussi une volonté de faire du subversif. Il confiera lui-même vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, et ainsi il va s'attaquer à quelque chose de sacré que personne ne critique vraiment. En fait, je vais vous dire, tu veux faire un truc subversif, c'est simple. Tu t'attaques à des choses que les gens prennent comme sacrées, comme incriticables. Bah il y a plein de choses dans la société qu'on peut critiquer. Il y a les médecins, il y a les pompiers, enfin qu'on peut pas critiquer. Bah Go Nagai il s'intéresse du coup aux profs. Coup dur pour Gatsu. Ben oui, le métier d'enseignant, c'est quelque chose de très respecté dans la société. Je veux dire, les profs ont une valeur de figure, de modèle, de vertu pour les élèves. Il y a un devoir d'exemplarité de la part des professeurs. Et encore plus au Japon, vous vous doutez bien. Et pour ceux qui commencent à crier au scandale, oh mon dieu, ils critiquent la figure des enseignants,
Bah faites la queue, vous êtes pas les premiers. Parce que déjà au Jump ça criait, et dans les rues ça criait quand on lisait le manga de Go Nagai. Il ne faut pas oublier que le manga est un produit de divertissement et industriel, soumet une production de masse. Il doit donc pousser à l'achat, la formule choc marche. Et avec l'existence des Gekiga de son histoire, les auteurs pouvaient se permettre d'aller plus loin que la fiction occidentale qui est encore trop polie. Mais une autre interrogation va émerger suite à la naissance de cette volonté. Pourquoi faire du subversif ? Pourquoi chercher à déranger, à casser un ordre social, moral, commun déjà établi? Bah parce que faire du subversif, ça a son intérêt, ça pousse à la réflexion, ça pousse à la critique, ça permet de critiquer ce qui est déjà considéré comme institutionnalisé, acquis et vrai. La figure du professeur, de l'enseignant, est une des figures les plus respectées, comme le bon médecin ou le bon pompier qui va donner sa vie chaque jour pour aider autrui. Il est inconcevable d'aller contre cette figure qui se veut sacrée, soit par la critique, soit par la remise en question. Et bah ça c'est ce qu'on peut qualifier de certitude en nous, qu'on veut garder aussi. Il y a un attachement à ces idées, mais en vérité, ça reste des idées. Elles peuvent être faillibles, elles peuvent être critiquables. C'est là l'intérêt du subversif. Rappeler aux gens qu'on peut critiquer certaines choses. Par exemple, critiquer le gouvernement, critiquer l'enseignement, critiquer la valeur d'un médecin, tout cela. Je veux dire, c'est l'esprit critique. Il faut arrêter de considérer que les figures d'autorité sont forcément saintes et bonnes. Et ça, Go Nagai l'a compris, mais même toute sa génération. Parce que rappelez-vous, le Japon a connu une défaite. Les figures d'autorité sont les responsables de cette défaite. Je devrais arrêter de sourire en disant le Japon a connu une défaite. On va croire que je suis content que le Japon a connu une défaite alors que pas du tout. Il est bon de montrer que dans le bon, il peut y avoir du mal, et inversement, le subversif prend donc son sens quand il va amener le sujet à s'interroger. Mais attention, je dis bien s'interroger, je dis pas tout détruire. Ça n'amène pas à vouloir tout renverser, il y a des éléments qui doivent demeurer sacrés. En fait, ce que ça amène à renverser, c'est des structures fondamentales de la pensée qui justement peuvent être dangereuses pour l'homme si elles ne sont pas critiquées, que ce soit de l'ordre de la morale ou des mœurs, d'une civilisation, d'un moment dans l'histoire des sociétés. Et ça, c'est chose commune dans le manga japonais depuis les événements de la Seconde Guerre mondiale. On a plus de facilité à critiquer des choses qui sont plutôt des idées métaphysiques qui sont incritiquables par l'homme. Mais je reviendrai pas sur ce point parce que j'ai déjà développé dans mon GNL au manga sur Astro Boy, et là on parle de Go Nagai et rendant honneur au maître qu'il est. Tiens, en disant ça, je me contredis parce que je fais de lui un maître, et donc, mais c'est un maître de la critique, donc ça devrait marcher. Passons à autre chose. Parce que la figure des enseignants, c'est aussi la figure des adultes qui imposent leurs idéologies aux jeunes enfants. Ils imposent leur façon de penser, ils imposent aussi une pensée officielle de l'État. Il y a donc d'une certaine façon une forme d'oppression des valeurs à travers cette figure. Et vous remarquez dans les mangas, il y a une récurrence de ce lieu qu'est l'école. Avec Go Nagai, la jeunesse se voit insuffler un vent de liberté, une volonté de licence. Car n'oublions pas l'aspect ultra normé du Japon dans l'enseignement, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Une liberté par un acte de libération, mais aussi de rébellion et de révolte. Voici l'esprit Go Nagai face à ce monde qui a souvent étouffé sa créativité en tant qu'individu et dont il se fait porte-parole pour tous ceux qui se sentent pas intégrés à un système ultra normé. L'anime Zomsan nous a par exemple donné un aperçu aujourd'hui dans le monde du travail. Ce n'est pas nouveau comme façon de faire, mais par tous les éléments exposés plus tôt, la révolte prend plus de sens que dans des BD comme Dukobu. Le dessin et le fond sont en effet ici très agressifs, voire par moments trop, et c'est ça qu'on aime. Si vous vous plaignez de Jujutsu Kaisen et de ses morts, allez lire l'école impudique, là vraiment personne n'est épargné. Les œuvres de Go Nagai. À travers ces œuvres, c'est aussi un rappel de cette destruction du tout qui a été menée par les adultes. Je veux dire, regardez cette planche, sans s'en rendre compte, il allait libérer la création artistique de plusieurs auteurs qui suivront et qui pourront imposer leur propre vision, notamment avec Evangelion ou Akira. Et la création de son propre studio en est la quintessence, pour ne plus être tributaire de la pression du Jump qui bride sa création artistique. Et ainsi, il est rejoint par d'autres auteurs qui ont cette même volonté. Vous vous rendez compte à quel point il a créé un mouvement? Est-ce que Go Nagai serait le nouveau libérateur des peuples? Allez, Gear 5 Go Nagai. J'adore cette idée. Non vraiment, il faut que quelqu'un fasse un fanart de Go Nagai en Gear 5. Le problème c'est que ce Gear 5 il a l'imagination de Sanji. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Un des longs métrages possibles, si mes souvenirs sont bons, c'était le long métrage Battle Royale, qui littéralement c'est des enseignants qui amènent des élèves à faire une... Comment on appelle ça? Une Battle Royale. Gatsu, arrête l'humour, c'est bon. Mais bref, passons à autre chose et passons surtout aux influences occidentales de Go Nagai. Et en parlant de références occidentales qui ont influencé Go Nagai, il est important de parler de ce 7e art qui a conditionné son imaginaire. Parce que oui, réfracté à l'enseignement classique, quel hasard, il se nourrit souvent de western spaghetti. Vous savez, les westerns européens, italiens, genre d'origine états-unienne, mais qui monta dans les années 60 et trouva rapidement son succès en Italie. C'est par exemple le nœud de l'intrigue du long métrage de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, au niveau de la carrière, justement,
notamment de Clint, si je me trompe pas, qui fait du western de base, mais qui est démarché au début par Al Pacino et le personnage qu'il joue pour pouvoir jouer dans des western spaghetti. À la fin, il s'y résout parce qu'il sait que c'est comme ça qu'évolue le cinéma. Il avouera, Gonagai, que ce qui lui plaira par rapport à la création artistique états-unienne, dans la création artistique italienne, eh bien c'est un esprit de rupture et de décalage, comme quoi il était déjà porté vers la subversivité et le fait d'aller contre les codes, même dans un cinéma qui était pourtant ultra normé. Et les westerns répondent toujours à des exigences de narration. La trilogie du $, de Sergio Leone, à titre d'exemple, est un coup de pied dans la fourmilière qui plut par cet aspect. Bref, c'est un auteur qui va aller toujours plus loin, que ce soit dans la représentation et la virulence des passions, une sexualité totalement débridée et débordante, mais aussi dans la violence extrême. Un être humain totalement libéré par ses pulsions justement, et qui se définit à travers elles, et qui est totalement, libre. Gonagai sait peindre l'humain dans son aspect le plus nu et le plus viscéral. Je pense que les éditeurs, quand ils recevaient ces planches, ils devaient littéralement trembler en disant « Qu'est-ce qu'il nous a encore pondu celui-là ?» Alors, dans une interview que vous retrouvez dans le magazine Atom justement, je pense qu'il dit qu'il déposait ses planches, mais quand il savait que ça allait pas passer, il faisait l'autruche jusqu'à ce que ce soit obligé que ça passe, et c'est comme ça qu'il faisait passer les trucs les plus gore possibles. Et vous savez quoi? Ça plaît énormément, et ça va même ramener un nouveau lectorat. Est-ce qu'on va se plaindre? Non, la machine à pognon est enclenchée. Le passage à l'horreur. Et quoi de mieux en parlant de son influence par les œuvres japonaises mais aussi occidentales, que de parler de ses influences dans le monde de l'horreur, des monstres et des yokai. Contrairement à Mizuki qui est un peu le dieu des yokai, les kaiju de Gonagai sont issus de sa rencontre avec l'imaginaire d'un autre auteur, Dante et sa Divine Comédie, dessinée en 1971 et comptant 3 tomes. Face au monde planant des yokai, se substituent les figures de l'enfer chrétien et les monstres qu'on a l'habitude de plus rencontrer ici. On note ça notamment dans Devilman avec ses démons et sa confrontation entre Ryo, l'ange déchu chrétien, et Akira, le démon des enfers. Non, vraiment, Akira, il vient des enfers, il vient pas d'un imaginaire japonais. Parce que oui, Gonagai ne fait pas que s'inspirer, il innove, et c'est ce qui fait sa force. Parce que n'oublions pas que l'imaginaire occidental de Dante, par exemple, est inspiré d'une pensée hyper dichotomique avec une conception du bien et du mal ultra radicale. J'ai nommé la chrétienté. Et c'est là où ça peut être le blasphème pour pas mal d'entre vous qui regardez cette vidéo. Parce que Gonagai, il en joue, il en fait même les héros de son histoire. Des héros du coup avec une morale beaucoup plus complexe, beaucoup plus travaillée, pas seulement bien ou mal. Les vrais ennemis, et c'est quelque chose que je dis souvent dans le manga, c'est les êtres idéaux, lumineux, qui se veulent parfaits. Il devient par conséquent un ennemi naturel de Platon avec sa théorie des idées. Mais bon, est-ce que Platon n'a pas déjà pas mal d'ennemis? Parce que oui, c'est rafraîchissant, Gonagai a une conception de l'homme vrai, l'homme avec ses passions, avec ses pulsions, l'homme tel qu'il est. L'homme n'est pas un être pur, faut arrêter avec ça. Son thumos est bien réel, et il est souvent mu par son pathos. Y a pas que le logos dans la vie, hein. Le manga de Gonagai est donc un manga où il se donne sans aucune furiture. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est ce que demande le lectorat. N'oublions pas que le lectorat, il a envie de se reconnaître dans ce qu'il lit. Là, il se reconnaît pleinement, il se reconnaît avec ses pulsions, ses envies, son sexe, sa violence, son horreur. C'est génial! Pourquoi un héros ne porterait-il pas ça en lui? Quid des exigences de moralité? Montrons des démons humains! C'est un vrai tournant dans le monde du manga et son influence. Et tout cela est la genèse de ces deux monuments avec une réception très puissante, à savoir Devilman et Goldorak. On en parle, mais crevons l'abcès tout de suite, parlons de Devilman. Enfin non, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur mon compte TikTok, n'hésitez pas à aller la voir, où je parle du fait que Devilman est le catalyseur de tout ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Allez la voir. Franchement, ça fait plaisir. Genre vraiment. Parce que là, on va... Excusez-moi, je me suis toujours pas remis du moment où je quémande des vues. Mais bref, parlons maintenant des personnages de Devilman. Tout d'abord, on a Akira qui commence comme étant un ado frêle et trouillard, ne le cachons pas, et qui assimile Amon, le roi des démons. Il gagne très vite du sex appeal, mais aussi des pulsions violentes et une force incommensurable. Une altérité que l'on connaît tous finalement. C'est bien évidemment la puberté. Et c'est pas bête d'illustrer ce moment qu'est la puberté comme ça, parce que ça réhabilite la puissance du devenir chez l'homme, à savoir un homme qui évolue à travers le temps, qui change, qui n'est plus le même, qui passe par une altérité. Bref, c'est l'être humain tel qu'il est réellement. En fait, Akira devient encore plus humain en assimilant Amon qu'en restant Akira. Parce que face à lui, il y a Ryo, l'être intemporel qui ne vieillit pas. Je veux dire, c'est Satan. Et la scène d'assimilation, elle est très connue parce qu'elle a lieu dans un sabbat, à savoir un lieu d'échange, de passion et de pulsion, un lieu
purement humain. Changeant de personnalité et de corps, Akira devient donc un homme désirable, mais aussi qui désire sans cesse. Maintenant, son rôle, c'est de gérer tout ça, toutes ces transformations physiques et psychiques et hormonales qu'il connaît. Mais en embrassant son côté démoniaque, Akira ne devient que plus humain. Et le remake de Netflix, d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 6 ans, le jour où je tourne la vidéo, hein, ça fait 6 ans que le remake est sorti sur Netflix. J'aurais donné 10. C'est passé si vite. Enfin non. Oui. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi j'aurais donné 10 ans quoi. Et bah le remake de Netflix, il met très bien l'accent sur cette effusion de violence, de sexe, d'horreur et d'érotisme. Quoi de plus humain finalement. Loin de dénoncer cela, il fait un véritable tableau baroque de l'âme humaine et de ses tréfonds, jusqu'où l'humanité peut aller et se définir. Le pinacle sera la scène avec la tête de Mickey, la mort de son petit frère, tout cela réalisé par des hommes. Akira se rend compte que les réels démons, ce sont les hommes et ces hommes ultra violents. Une violence pleine de sens, un exutoire pour l'auteur. Il n'invente rien, il s'exorcise et nous amène à attester d'une réelle tragédie humaine. On arrête d'idéaliser l'humanité, elle crie, elle tue, elle se mange et surtout, eh bien elle pleure. C'est une véritable catharsis amenée jusqu'au bout et une purge salvatrice pour le lecteur. Et attardons-nous encore une fois sur le sens philosophique de la transformation. L'acte de transformation est donc au centre de l'œuvre. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'acte de transformation n'est pas proprement japonais. Mais il crée une certaine fascination dans le manga. Parce que le passage à l'altérité où l'être humain se transcende, et même se perd par moments, c'est commun dans la fiction. Qu'est-ce qui fait de la transformation chez Go Nagai cette transformation assez unique? Une transformation est souvent vue comme étant quelque chose où on va gagner force et pouvoir, mais on va perdre justement son humanité dans ce processus. On devient autre et ainsi on casse le principe d'identité. Rappelons que dans le manga japonais, l'identité est le premier concept mis à mal, que ce soit dans Bleach, sur Jujutsu Kaisen, mais aussi chez les antagonistes, on est très vite plus soi, car l'existence nous amène à toujours sentir une menace envers notre identité par l'acte de croissance, de rencontre avec autrui, et par nos passions qui se déchaînent. Et Akira, c'est le renversement et le bouleversement constant de son identité, métaphore de la puberté comme j'ai dit précédemment, mais aussi de l'aliénation. La seule chose qui le maintient, eh bien c'est ses larmes. Ce qui transforme réellement Akira, c'est pas Amon, c'est pas son assimilation avec des démons, c'est le monde autour de lui et la cruauté humaine qu'il observe. Sa vraie transformation, encore une fois, n'est pas due à Amon, mais la réalisation progressive de cet apocalypse qui est amené par les hommes, autant sur le plan physique que scientifique, mais aussi sur le plan métaphysique. Ne parlons même pas du plan moral, à un moment, voilà, il y a la scène avec une tête sur des fourches, voilà. Et cela finit par la fin de tout, sauf Ryo qui tient Akira dans ses bras, gisant, sans aucun souffle de vie, et comprenant qu'il allait trop loin. Une fin, un reboot, un cycle. Normalement ça devrait aussi vous rappeler en disant reboot, fin, avec cette scène du soleil couchant et tout, un autre manga que vous connaissez très bien, il commence par la lettre E. Et Goldorak dans tout ça. Goldorak, je le dis tout de suite, c'est le manga préféré de mon père. Et pas que du mien. Mais il y a une réadaptation Netflix qui sort et j'espère que ça va amener un nouveau public. Parce qu'il est vrai que le genre mecha n'a pas beaucoup de succès dans l'hexagone. Et concernant mon père, pour y revenir encore une fois, il jurait que par ça littéralement. Bon, le fils qui adore Devilman, le père qui adore Goldorak, je pense que vous avez compris la relation avec le paternel. Et bien, encore une fois, Goldorak, c'est le premier animé à être diffusé en France. C'est littéralement grâce à lui qu'on a des animés. Et donc on remercie Go Nagai Sensei pour avoir fait ça, et on ne remercie pas le public à ce moment-là. Ou du moins les chaînes de télé. Bah oui, vous doutez bien, Goldorak, ça arrive, c'est du Go Nagai, c'est trop violent. Jusqu'aux années 2000, on disait encore que le manga n'avait pas de fond et que ce n'était qu'une effervescence de violence sans aucun sens. Le manga en version papier connaîtra véritablement son arrivée en France avec Akira dans les années 90, publié justement par Glénat. Mais ça, c'est un autre génial manga dont on parlera une autre fois. Mais oui, Goldorak, ça a ouvert des portes aussi à pas mal de critiques. Le but de cette chaîne, c'est littéralement de leur dire « vous aviez tort ». Alors que Goldorak, c'est arrivé vers la fin des années 70, j'en parle comme si j'avais vécu. Bref, c'était une toute autre histoire, mais en même temps, c'est encore plus dur que maintenant. On parle quand même de combats dans lesquels les jeunes pouvaient, s'ils mouraient dans leur robot, décéder en étant brûlés de l'intérieur. Et je sais d'un ami qui regardait ça à la télé à l'époque, que les chaînes de télé censuraient ces moments de mort dans les robots. Voilà, j'ai eu du mal à dire cette phrase. Bref, Go Nagai, c'est un renversement, c'est un bouleversement, mais c'est surtout un héritage, et c'est pour ça qu'il méritait son épisode dans les Génialo Manga. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.